can't see the Mavericks, man. Got you, Drew. Back to Doncic. Doncic pulls up, three-pointer from downtown. Bang! Bang! It's good! Doncic wins the game at the buzzer! I saw the ambitious dreams of conquerors. You watched the telecast. Oh! Kyrie Irving! High flyer! Is it the shoes? You sure you don't want to switch? Hey, you got hospital shoes on. Give it shows. Bien joué. That's in his resume. What a performance by Luka and the Mavericks. Mama, there goes that man. We are witnessing the next great star in the NBA. Brilliant. Let's hear from him and go to Cassidy. Unbelievable, baby. Alors, je crois que je vais avoir une crise cardiaque. Bonjour à tous, bienvenue dans Howdy Mavs, le podcast entièrement dédié à l'actualité des Dallas Mavericks. Je m'appelle Barnabé et je suis passionné par les Mavericks depuis 2011. Alors oui, effectivement, c'est l'année du titre, mais personnellement, c'est aussi l'année à laquelle je me suis installé à Dallas. Et donc, c'est l'année où j'ai découvert la franchise. Donc, ça fait 13 ans que je suis passé par les hauts, par des bas, et puis pour être honnête, pas mal de bas, jusqu'à une histoire récente avec l'arrivée de Luka Doncic, et puis des campagnes de play-off qui ont suivi. Donc, pour animer cette émission, je suis accompagné de deux experts des Mavs, avec qui nous avons passé pas mal de temps à regarder les matchs, bien entendu, mais aussi à commenter, à analyser et à débattre l'actualité des Dallas Mavericks. Alors, tout d'abord, il y a Quentin. Salut Quentin. Salut Bernab, super content d'être là, de faire enfin ce podcast. Alors, est-ce que tu peux te présenter et puis expliquer un peu pourquoi on a décidé de lancer ce podcast? Bien sûr, bon, du coup tous ceux qui viennent sur ce podcast par le côté de Twitter me connaissent, donc de mon côté je gère le compte Dallas Mavs France sur Twitter depuis maintenant à peu près 8 ans, quelque chose comme ça. Donc pareil, une histoire assez riche avec les Dallas Mavericks qui a commencé avec Dirk Nowitzki, qui m'a amené à rencontrer notre troisième compère qui se présentera après et à te rencontrer toi par la suite, mais qui m'a surtout amené à vivre à Dallas pendant 18 mois. Là où on a échangé sur notre amour par rapport aux Mavericks, et puis on s'est dit, à un moment, on en parle toujours ensemble, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas en faire profiter tout le monde? De mon côté, je l'avais un peu déjà fait en solo, et le faire à plusieurs, c'est bien mieux, beaucoup plus d'échanges. Donc on s'est dit que ça serait vraiment une super démarche qui pourrait faire plaisir à toute la fanbase francophone et pas que française des Dallas Mavericks. Ok, alors Nico, à ton tour, est-ce que tu peux te présenter? Et puis, si tu peux aussi nous expliquer le nom Howdy Mavs, pourquoi on a choisi ce nom pour ce podcast? Ouais, grand plaisir. Donc Nico, il y a plein de choses à dire en fait. Je dirais que moi j'adore la NBA depuis très longtemps, depuis plus de 20 ans parce que je suis vieux. Je dirais aussi historiquement fan des Knicks. C'est une introduction improbable, mais historiquement fan des Knicks parce que quand j'ai grandi, c'est l'équipe que je regardais. Mais pour faire le lien avec ta question, ça fait aussi un peu plus de 7 ans que je vis à Dallas. Et forcément, en vivant à Dallas, tu t'attaches aux Mavericks. Et puis il y a une telle histoire, il y a une telle équipe. Surtout récemment, forcément, tu es encore plus attaché et du coup, encore plus quand tu peux échanger comme on le fait depuis quelques temps ensemble, c'est encore plus le plaisir. Et pourquoi ça s'appelle Howdy? Parce que Howdy, c'est une expression typique du Texas qui veut dire en gros salut. Et le Texas, il est riche. C'est sympa de rappeler toujours que le Texas, c'est plus grand que la France, la Belgique, l'Espagne, si ma mémoire est bonne. Tu combines tout ça et t'as le Texas. Donc c'est quand même assez grand et assez large. Et ça me semblait sympa d'associer l'identité d'un terme du Texas avec les Mavericks. Parfait. Voilà pour moi. Ok les gars, bon ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même démarrer notre première émission. C'est notre première émission. Donc c'est un moment incroyable pour les Mavs puisqu'ils viennent de terminer une saison exceptionnelle en atteignant la finale NBA pour la 3e fois de leur histoire. Et puis, pour cette première émission de Howdy Mavs, on va essayer de se replonger dans cette saison qui a été vraiment incroyable. On va revenir bien sûr sur la campagne de play-off. On va aussi parler de leur finale face aux Celtics. Mais on va aussi se pencher sur cette saison régulière qui a pas toujours été un long fleuve tranquille. Hein. Il y a eu pas mal de turbulences avec des blessures, des méformes. Il y a eu des gros trades.
Et puis il y a eu un changement d'identité de jeu en plein milieu de saison. Donc tout ça, on va en reparler un petit peu dans cette première émission. Ce qui va nous permettre de nous projeter après dans la off-season, mais vraiment faire un bilan, c'est vraiment l'objectif de cette première émission. Alors, pour démarrer, Nico, je vais te poser une question très simple. Quel bilan tu fais de cette saison 2023-2024 pour les Mavs? Alors, si je dois me dresser le bilan de cette année, je pense que je prendrai ma petite machine à remonter le temps, je remonterai dans ma DeLorean, et je remonterai 1 an en arrière et je regardais où est-ce qu'on en était. Et quand on regardait où est-ce qu'on en était les dernières, je sais que Quentin en plus était physiquement présent à ce match, quasiment 1 an jour pour jour. Une espèce de match dramatique où les Mavs devaient se battre pour tanker, ce qui a coûté très cher à Mark Cuban d'ailleurs. Je me permets de dire quand même que tu as raison, j'étais physiquement présent et en plus, j'avais emmené ma belle famille voir ce match. Imagine, tu montres ce spectacle-là à des gens qui ne connaissent pas vraiment l'NBA et tu leur dis ouais, bah, c'est cette équipe qui m'a fait venir au Texas. Voilà. Moi, j'y étais pas présent à ce match, mais physiquement, ça devait être très intéressant entre les gens qui supportaient les Mavs parce qu'ils sont là, ils vont supporter les Mavs, et les autres qui veulent dire faut absolument qu'ils perdent, donc c'est une ambiance assez sympa. Mais pour faire simple, ouais, quand tu repenses à ce match où ils se sont battus pour perdre, toujours intéressant, regarder leur pic et pouvoir choisir du coup ce qui allait devenir Derek Lively, dont on reparlera. Juste cette machine à remonter le temps. Il y a 1 an, ils étaient très très loin de tout ça et on n'aurait jamais pu imaginer qu'il se passerait autant de choses. On n'était pas dans la confiance absolue avec Jason Kidd. On était loin d'être dans la grande confiance avec l'association Luka et Kyrie. On avait perdu Dorian Finney-Smith. On avait perdu Dinwiddie, mais ça c'était beaucoup moins grave, a priori en tout cas. Et du coup, c'était difficile d'imaginer combien cette année les successions d'évolution de l'équipe allaient amener les Mavs à aller jusqu'en finale NBA, à faire quand même une solide saison régulière et à finalement améliorer régulièrement l'équipe jusqu'à arriver à cette super saison en fait, parce que le bilan il est forcément extrêmement positif de cette saison. Qui l'eût cru? Ok, merci Nico. Écoute, ouais, moi la saison je l'ai vécue assez différemment. La première partie de saison, franchement, j'y croyais moyennement. Hein. Il y a eu des périodes où c'était vraiment difficile avec les Mavs qui étaient en difficulté, qui avaient des blessures. Et cette saison, elle a basculé en mars avec ces trades qui ont été faits à la trade deadline. C'est vraiment depuis ce jour-là que les Mavs ont décollé. Ça a été une saison qui était vraiment intéressante, je trouve. Ça a permis d'animer nos discussions assez incroyablement. Elle a été que amélioration en fait cette saison. J'ai fait court, mais elle a été que amélioration entre ce qui s'est passé à la draft, les premiers ajustements dans l'effectif, et puis surtout dans la seconde partie de la saison, les ajustements du coup avec les derniers échanges et la masterclass de Nico Harrison. On va y revenir, je sais, un peu plus tard, mais c'était une courbe on ne peut plus ascendante jusqu'à arriver à une conclusion inattendue. Et la saison, elle a commencé avec Luka, parce que Luka, il sort d'une saison à presque 34 points de moyenne, donc c'est le meilleur marqueur de la NBA. Parce que là, on peut ajouter 9,8 passes et 9,2 rebonds, donc c'est quasiment un triple-double de moyenne. Et il a été aux portes d'être le MVP de la saison. Donc, ce sont des stats exceptionnelles. Est-ce que, j'ai envie de poser la question à Quentin, est-ce que c'est la meilleure saison de Luka en carrière? Alors, pour moi, comment dire, les saisons de Luka Doncic, elles se succèdent, elles sont toutes aussi exceptionnelles les unes que les autres. Celle-ci, elle a quand même quelque chose en plus, je trouve, par rapport aux autres, et c'est beaucoup lié à Kyrie Irving, on en parlera plus tard, c'est que j'ai trouvé que globalement, il était plus juste dans son jeu. Ça se retransmet notamment avec les pourcentages qui sont bien meilleurs que les saisons précédentes, notamment à 3 points qui avait été une faiblesse sur son début de carrière, mais aussi au lancer franc. Ça reste pas encore excellent, mais il s'est amélioré dans ce domaine. J'ai envie de voir par là une sorte d'un signe de maturité qui vient. C'est quand même sa 6e saison déjà, 6e saison et 5 fois All-Star et All-NBA First Team. C'est vraiment quelque chose de fou. Pour répondre à ta question,
Du coup, oui, pour moi, c'est sa meilleure saison en carrière. 34 points de moyenne, quand même. Juste la dinguerie du truc. Je garde toujours dans mon cœur sa saison sophomore qui sera à part. Il en fera jamais une comme ça, c'est-à-dire en étant affûté, en allant au panier, je sais plus combien de fois par match, en étant très mauvais à 3 points aussi. Mais cette saison 2023-2024 est la meilleure, individuellement, du coup aussi collectivement. Et au niveau des récompenses, ça se voit, hein, il est 3e au titre de MVP. Et sur beaucoup de saisons qu'on a connues auparavant, il aurait pu être MVP. Là, il se retrouve face, à, encore une fois, des mutants. Mais je veux dire, ça se bat, quoi. Il avait clairement ses arguments pour dire, moi aussi, j'aurais pu être le MVP. Mais voilà, on est dans un niveau qui est vraiment stratosphérique. Et ça donne envie pour la suite, parce qu'on le rappelle, 24 ans, 25 ans, le bonhomme. Donc, on a très hâte de voir ces prochaines saisons. Et moi, j'ai envie de poser une question. Comment est-ce qu'il va faire encore mieux? Si ce n'est les soucis un peu en dehors des stats, quoi. Mais bon. Je voulais juste te demander, est-ce que si les Mavs avaient fini meilleur que 5e à l'Ouest, est-ce qu'il aurait eu le titre de MVP à ton avis? Il bénéficie de l'effet de nouveauté par rapport à Jokic, ça c'est sûr. Je pense que ça se serait joué vraiment en termes de game de différence avec le Denver. Parce qu'au final, si Dallas évolue à l'Est, et ben au final on a plus de victoires qu'eux, on finit 2e de l'Est, et du coup, mais bon, normal, plus facile quand tu joues 4 fois les équipes de l'Est que 2 fois, et il aurait été élu MVP. Donc oui, avec un meilleur bilan, il aurait été élu MVP, parce que c'est globalement l'argument principal aussi pour les détracteurs, et je peux l'entendre, hein, pour qu'il n'ait pas été élu MVP. Donc on espère que ça viendra dès l'an prochain, mais bon, d'un autre côté, c'est pas le sujet, mais je vois difficilement Denver ou OKC nous faire aussi des saisons moins bonnes que ce qu'ils ont fait, donc ça va être encore une lutte passionnante dès l'an prochain. Mais nous, on aura une top équipe, pas que sur la moitié de saison, sur toute la saison en entier. Donc bon, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais je pense que la saison prochaine, il arrivera à avoir le titre de MVP. Excuse-moi, je t'avais coupé. Tu avais une super question à poser à Nico. C'était comment est-ce que Luka peut faire pour s'améliorer et peut-être éventuellement décrocher le titre de MVP les saisons prochaines. Après, je suis en phase avec Quentin. Déjà, c'est le leader de franchise, évidemment. Masterclass depuis quasiment son entrée en NBA. Mal alpha dans l'absolu dans le vestiaire. On l'a entendu un paquet de fois. Comment est-ce qu'il peut s'améliorer? Il n'a que 25 ans. Je pense que dans l'adversité des playoffs, des jeux de playoffs, et notamment dans les demi-finales et la finale, on a décelé les petits points d'amélioration peut-être de Luka. Moi, j'en vois deux majeurs. Je pense que dans la stabilité émotionnelle, en gros, faut qu'il arrête de se friter avec les arbitres constamment. Je pense que ça l'aide pas. Je pense que il a eu des conseils pour un peu se calmer, se détendre et se recentrer sur le basket. Je pense que c'est bien d'utiliser ça, le public adverse, les arbitres comme un moteur de motivation, ce qu'il fait régulièrement. Mais là, il est passé dans une autre sphère parfois et ça l'aide pas en fait. Et je pense que ça l'a déconcentré. On l'a vu plusieurs fois un peu être en dehors et je pense que en leader d'équipe, il doit pas avoir le comportement qu'il a pu montrer en fait. Une nouvelle fois, là on est sur des problèmes de riches. C'est juste d'affiner un peu et de s'améliorer un peu plus. Je pense qu'il y a un côté assez mental et leader, c'est le premier truc. Et il y a un deuxième point majeur qui est connu en fait, c'est que je pense qu'autant c'est l'un des meilleurs attaquants de la NBA sans contestation, autant défensivement il montre encore, même s'il a fait des efforts, même si il y a une vraie amélioration par rapport aux années précédentes, je pense qu'il a encore un chemin en fait pour arriver à un côté un peu plus confirmé, en plus de ses efforts défensivement. Et pour moi, pour rebondir sur le côté de MVP, tu seras aussi MVP quand tu montreras un peu plus de qualité des deux côtés du terrain. Et ça s'est vraiment beaucoup vu, moi je trouve, on en parlera tout à l'heure, mais sur la finale, où on voyait quand même des manques défensifs réguliers. On peut dire qu'il était un peu blessé et compagnie, mais en fait, il y avait quand même des vrais manques défensifs. Et ils l'ont payé cher, en fait. Donc ces axes d'amélioration, pour moi, c'est ces deux-là. Ouais, clairement, en phase là-dessus, j'ai un exemple très concret qui parlera à beaucoup de fans qui ont notamment suivi la saison régulière parce qu'il l'a très peu fait en playoff, mais c'est le nombre de possessions où
il va au panier, le panier rentre pas, il estime qu'il y a faute sur lui, rien n'est sifflé, et il reste au sol où il va négocier, pleurnicher auprès de l'arbitre, et pendant ce temps, il y a les adversaires qui remontent la balle, il y a un 5 contre 4, et on encaisse un panier. C'est arrivé un nombre de fois incalculable durant la saison régulière, et vraiment, moi, ça m'a rendu fou, et je suis sûr qu'il y a certains matchs qu'on a perdu de une possession où tu peux dire que ouais, peut-être que ça c'est une des choses qui nous fait perdre le match. Ça c'est vraiment le genre de comportement que je ne veux plus voir l'an prochain, parce que on l'a beaucoup moins vu, peut-être une ou deux fois sur l'ensemble des playoffs. Ça montre bien que il sait que quand il y a l'enjeu, il va pas faire ce genre de choses, parce qu'il sait que ça va coûter probablement un panier à son équipe. Et il faut avoir un degré de sérieux qui ressemble quand même en saison régulière, pareil que ce qui est fait en play-off, et ne plus voir ce genre d'action. Clairement, là je te rejoins. Et pour ton deuxième point au niveau de la défense, du coup c'est aussi lié, mais au niveau du cardio, je me pose la question, est-ce qu'il arrivera à avoir un cardio d'un joueur que tu peux faire jouer sur un match 7 par exemple, ou un match coup près, où tu sais, comme LeBron en 2016, tous les matchs il faisait 48 minutes limite, et en gros, Kyrie, moi je me verrais bien lui dire ça. Luka, je sais que c'est pas possible parce que il devient rouge comme une tomate, il a besoin de ses minutes de repos. Je me demande, évidemment il peut travailler sur son cardio, je me demande à quel point est-ce que il pourra y arriver dans la suite de sa carrière. Voilà, un peu à l'image d'un Jokic. C'est vrai que c'est le genre de profil qu'on imagine moins être une bête de cardio, mais il peut clairement s'améliorer sur ce point. Je pense que vraiment, il a avec Jokic un super exemple dans la transformation physique de Jokic, de next step pour lui en fait, juste de s'aligner avec ça et sans être un monstre défensif. Je pense qu'il a quand même des étapes. Peut-être que en fait, on peut se cotiser pour lui prendre un nutritionniste aussi, ça peut être pas mal. Parce que t'as quand même l'impression qu'il n'est pas aussi affûté qu'il devrait être. Et je sais pas s'il a exactement l'alimentation qu'il devrait avoir également. Ah, c'était Jokic qui avait fait une fonte, je sais plus s'il y a 2 ou 3 saisons, où il y avait les photos là qui étaient arrivées à l'intersaison. Effectivement, il a fait une sorte de fonte à l'intersaison. Ouais. Et voilà, c'est ce qu'on peut souhaiter en tout cas pour Luka. Bon, en tout cas, ça va être compliqué parce que là, il joue dans une semaine au moment où on enregistre l'émission là contre la Grèce. Donc, en gros, sa saison est pas terminée, et je pense que sur les quelques jours qu'il va avoir pour se reposer, bon, on peut le comprendre. Je pense que ça va y aller pour profiter. Il finit quand même la saison blessé avec des blessures un petit peu partout, au genou, au thorax. Est-ce qu'il va réussir à faire une saison pleine, sachant qu'il est jeune, il va vraiment avoir besoin de travailler sur son physique pour pouvoir durer toute la saison, et puis en play-off pouvoir, comme tu l'as dit, faire des matchs pleins, surtout dans les matchs coup près, des matchs 7. Alors, je voulais juste rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, sur son mental. De mon point de vue, son mental, c'est quelque chose qu'il peut corriger assez facilement. On l'a vu d'ailleurs sur les séries de play-off, où il fait un match horrible, où il n'est pas dedans mentalement, où il se plaint aux arbitres, et il revient le match d'après, il sait qu'il n'a pas fait un bon match, et là on le voit se concentrer. C'est incroyable parce que même en le regardant, on voit qu'il est concentré, qu'il est focus, qu'il ne parle plus aux arbitres. Et là, il fait des matchs de dingue. Notamment, je crois que je me rappelle du match 5 de la série de playoffs contre les Clippers. Et il me semble qu'il y en a un autre aussi contre OKC où il y a le même schéma. Même le match 4 en finale, c'est le même schéma. Donc, s'il se met dedans, ça pour moi, c'est assez facilement... il peut corriger ça assez facilement. C'est la stabilité. Ouais, tu es optimiste. Je suis moins que toi sur le sujet. J'ai l'impression que ce moment où, quand il est sur le terrain, il a vraiment, c'est les émotions qui le dictent. Et tu vois, j'ai un autre exemple là qui me vient en tête. C'est, tu sais, quand dans la saison il y a une faute, enfin l'arbitre siffle une faute sur lui, il pense qu'il n'y a pas faute, et il va te dire non, on challenge. Et en gros, je vais pas utiliser le mot menace, tu vois, mais limite auprès de Jason Kidd et du banc, il leur fait comprendre, tu prends un challenge tout de suite. Et du coup, Jason Kidd, il utilise son challenge et il le perd. Et là, il a clairement, encore une fois, agi sur le coup de l'émotion. Donc, je sais pas, il peut travailler là-dessus, c'est sûr. Après, ça restera toujours un sanguin, comme on dit, tu vois, genre les mecs comme lui, comme Draymond Green, ces gens qui jouent avec les émotions, du jour au lendemain, ça va pas devenir des Kawhi Leonard, quoi. Mais il peut clairement travailler là-dessus. Et aller je vais quand même dire un point positif, mais il y a 2 saisons, je crois,
ou 3 saisons, je crois que c'est 2. Il finit la saison avec 16 fautes techniques. Donc, tu sais, c'est le limite à partir duquel tu te fais éjecter au match d'après. Là, sur cette saison régulière, j'ai pas les chiffres, mais il est pas du tout à 16. Donc, on va dire que il est sur la pente ascendante, quoi. Enfin, il va vers le mieux, on va dire. Bah, il va accumuler les années, il va être plus mature et on l'espère pour lui. Mais il y a peut-être un autre joueur qui peut l'aider justement à gagner en maturité, c'est Kyrie. Est-ce que la venue de Kyrie dans l'équipe ne l'a pas aidé justement à passer ce cap, à prendre ce pas supplémentaire qui va lui permettre d'atteindre des sommets qu'il a atteints cette année. Je me demande si finalement l'arrivée de Kyrie n'est pas juste au niveau basket, mais au niveau mental pour Luka. Ah oui, pour moi, clairement c'est lié. Déjà d'un point de vue strictement de l'efficacité de Luka Doncic, je pense que c'est clairement lié, l'arrivée de Kyrie Irving et l'augmentation de ses pourcentages, parce que le fait d'avoir un mec de génie comme Kyrie Irving à côté de toi va obliger les défenses à se concentrer sur lui, et ça va libérer notamment des lignes de drive pour Luka Doncic ou de l'espace pour tirer à 3 points. Donc sur ce point de vue-là, il apporte vraiment du bien. Je pense que tu es Kyrie ou que tu n'es pas Kyrie, dans tous les cas, Luka il te fera des saisons à 30-10-10 pour grossir le trait. Mais ce qui change, ça va être le nombre de pertes de balles, les pourcentages au tir qui vont augmenter avec notamment l'arrivée de Kyrie Irving. Quand ils sont arrivés, quand il vient dans le trade l'an dernier, sur les quelques matchs où il joue avant que tout bascule, on va dire, l'efficacité offensive, elle est exceptionnelle de la part des deux. Et l'efficacité défensive, elle est immonde, mais c'était vraiment à un niveau, il y avait que les équipes qui tankaient qui avaient des efficacités défensives aussi mauvaises que les nôtres. Donc je faisais partie des rares qui croyaient en l'association, et ça, Nico Harrison l'a bien compris, on en parlera après. C'est-à-dire, tu as deux mecs qui ensemble te permettent d'avoir une attaque qui est élite dans un bon soir, qui est très bonne, voire bonne aller dans un mauvais soir. Il faut mettre à côté des très bons défenseurs qui vont pouvoir jouer intelligemment avec ces deux gars. Mais clairement, voilà, l'arrivée de Kyrie, ça fait une sorte, je trouve, de chapitre 2 à la carrière de Luka, où il a été mis en duo avec un autre très bon meneur. La première partie, c'était donc avec Brunson, mais qui était plus jeune, qui avait moins d'expérience, etc., et de notoriété. Et là, avec l'arrivée de Kyrie, pour moi, on est allé dans un degré au-dessus en termes de leadership, c'est-à-dire que Kyrie est unanimement apprécié de tous les autres joueurs, de tous ses coéquipiers. Ça décharge un peu Luka, et évidemment très apprécié du premier intéressé de Luka Doncic. On l'a vu plusieurs fois les deux se faire des louanges au cours de la saison, et clairement ça, c'est sûr que ça pèse dans le mental des troupes, dans le mental de Luka. Et puis pour la suite, je pense aussi les autres joueurs qui sont dans d'autres équipes, ça peut leur donner aussi envie de venir, là où Luka tout seul pouvait donner ce sentiment d'être un peu trop dictateur, pour utiliser un mot peu fort, tu vois, alors que là avec Kyrie, ça donne un côté feu et glace qui est, je trouve, très très complémentaire. Mais j'ai envie de revenir sur le duo Kyrie et Luka, parce que ils avaient quand même pas mal de détracteurs en fin de saison dernière. Il y en avait beaucoup qui disaient qu'ils n'étaient pas vraiment complémentaires, qu'ils jouaient chacun leur tour. Est-ce que cette saison, tu as vu un duo qui jouait plus ensemble, qui se faisait plus de passes pour parler très concrètement, et qui n'était pas à toi, à moi, comme on l'a pu le dire, ou peut-être même le voir la saison dernière? Bah alors, bon, c'est vrai qu'on entend souvent il n'y a qu'une seule balle dans une équipe. Ça, on l'entend toujours. Dès que tu mets deux très bons joueurs, voire même trois, dans une même équipe, tous les détracteurs vont te sortir la même phrase à chaque fois, c'est il n'y a qu'un ballon dans une équipe. Et oui, il n'y a qu'un ballon dans une équipe. Donc, toutes les actions, ils vont pas pouvoir faire des systèmes l'un pour l'autre à chaque fois. Ce que ça permet à ton équipe d'avoir deux joueurs de cette trempe-là dans l'équipe, c'est plusieurs choses. De un, et on l'a vu durant les playoffs, hors garbage time, à n'importe quel moment du match, tu as soit Luka, soit Kyrie qui est sur le terrain. Donc tu as un meneur créateur qui est excellent. Donc ça déjà, c'est un premier point très positif. Le deuxième, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est libérer des lignes de drive, libérer de l'espace, parce que quand tu es une défense, tu ne peux pas faire l'impasse sur un Kyrie Irving ou sur un Luka Doncic. Globalement, sur la saison,
c'est majoritairement des passes de Luka qui arrivent vers Kyrie que l'inverse. Il y a eu assez peu de situations où Kyrie faisait une passe à Luka, notamment parce que Luka n'est pas un joueur catch and shoot qui est excellent en termes d'efficacité, mais aussi en termes de placement. Mais par contre, dans l'autre sens, j'ai vu beaucoup d'actions avec un Luka qui allait créer pour Kyrie, pas forcément Kyrie qui allait d'ailleurs prendre le dernier tir, hein, mais qui allait amener le mouvement qui amène à y avoir une attaque très très bonne, et ça contrebalance bien avec la première partie de saison de la saison dernière, là où on avait que Dinwiddie en second porteur et où c'était vraiment très pauvre offensivement. On voit vraiment la différence qu'il y a entre cette équipe-là où c'était vraiment héliocentré, ça se dit, autour de Luka, et là où le fait d'avoir Kyrie t'apporte de nombreuses autres solutions. Et voilà, globalement, un duo qui est un backcourt qui, en tout cas offensivement, fonctionne parfaitement bien. Et défensivement, le basket se joue à 5, donc défensivement, ça ne fonctionne que si à côté, tu as des joueurs complémentaires et efficaces en défense. J'imagine qu'on y reviendra plus tard, parce que c'est vrai que les deux, c'est pas des bêtes en défense, quoi. Après, j'ai envie de dire que j'ai l'impression que Kyrie, il s'est mis la défense comme un défi dans sa carrière. Il arrive, il a plus de 30 ans maintenant, bien sûr, et il a envie de montrer, de prouver que défensivement, il peut être solide. Et on a eu l'impression cette saison qu'il a pris ça comme un défi et il a montré l'exemple. Et il a été pas mal du tout défensivement. Je me demande s'il a même pas montré l'exemple justement à Luka de dire on va défendre, notre équipe va être une force défensive dans la ligue. J'ai été étonné par la défense de Kyrie, surtout en fin de saison. Ouais, surtout en playoff, parce que bon, c'est sûr que avec sa taille en NBA, c'est compliqué, mais pour le coup, il arrive globalement à faire un travail décent, et comme tu l'as dit, ouais, en playoff, il y a eu pas mal d'interceptions notamment qui nous ont fait vraiment du bien, là où Luka était beaucoup plus ciblé en défense. Ça n'a pas été le cas assez peu le cas de Kyrie Irving. Ouais, sur ce point, c'est aussi un petit point positif. Hein. Vous décrivez, Ok, ça... bon voilà, on a parlé de Luka, on a parlé de Kyrie, j'ai envie de parler des autres joueurs, et pour ça j'ai envie de nous replonger dans la fin de saison en 2023 et de vous citer les role players les plus utilisés par Dallas. Alors on va se remémorer la fin de saison 2023, il y avait donc Hardaway, Bullock, Powell, Kleber, Green et Christian Wood. Voilà, c'était les joueurs majeurs qui étaient utilisés par Dallas. J'ai pas cité Frank Ntilikina ou Bertans, mais c'est incroyable de se dire que ça c'était il y a seulement un an. Et quand on regarde les role players de cette fin de saison et des playoffs, il y en a quasiment aucun qui est utilisé. Soit ils sont partis de la franchise, soit ils sont relégués au fond de banc. Donc, est-ce que c'est pas finalement le renouvellement de tous ces role players qui ont fait passer les Mavs d'une équipe qui a gagné la loterie l'année dernière à un finaliste NBA? Bien sûr, clairement, ça passe par là. On l'a vu sur la fin de saison dernière où défensivement mais c'était atroce. C'est-à-dire qu'on arrive à gagner quelques matchs parce que Luka, Kyrie faisait le taf offensivement, mais en défense, c'était une opération porte ouverte. Christian Wood, c'est vraiment un des pires QI basket que j'ai vu de ma vie. Et ça, Nico Harrison l'a bien compris et il a commencé à taffer dès l'intersaison pour s'améliorer là-dessus. Donc, il a été excellent la free agency avec les moyens qu'il avait. Hein. Il nous a dégagé quand même Davis Bertans et son contrat. Il a fait venir Derek Lively, il a fait venir Grant Williams qui, au moment quand ça s'est passé, souvenons-nous, hein, ça a été très très positivement accueilli. On était très contents d'avoir Grant Williams. Et ensuite, une fois la saison commencée, on a vu qu'on était quand même toujours limite en défense. L'expérience Seth Curry a cette fois pas marché parce que défensivement c'était vraiment pas bon. Grant Williams ça a pas pris. Et du coup, on est allé chercher des profils défensifs qui vont très bien matcher avec notre identité de jeu centrée autour de Luka et Kyrie. On a vu qu'à l'époque, quand on avait Dorian Finney-Smith, c'était parfait. Donc, Nico Harrison, il allait nous chercher un profil un petit peu dans ce cadre-là, donc c'est-à-dire PJ Washington. On est à peu près sur le même poste du
du free and D, mais honnêtement, perso, je m'attendais surtout à du D, tu vois, parce que je le connaissais pas pour ses shoots à 3 points, et en saison régulière, bon, il nous a pas montré quelque chose d'exceptionnel, mais si on demande aux fans du Thunder, ils auront des souvenirs différents. Mais en tout cas, défensivement, c'était l'ailier parfait qu'il fallait aux côtés de Luka Ekari. P.J. Washington, donc ailier fort, s'est très souvent occupé du meilleur joueur adverse, donc très très gros boulot défensif qu'il a fait sur toute la saison régulière, mais aussi sur les playoffs. Avec ça, il est allé nous chercher durant la free agency un Derrick Jones Jr., un peu une résurrection, parce que je veux dire, le mec, il sortait de plusieurs saisons, il se passait pas grand chose. D'ailleurs, on le signe au minimum. C'est jamais bon signe en général quand tu signes un mec au minimum hors buyout. Et pourtant, au final, Derrick Jones Jr. est titulaire indiscutable de cette équipe. Très très bon travail, du coup plutôt sur poste 2-3 en défense. Il est trop fin pour s'occuper des gabarits plus costaud, mais il nous a aussi fait un super travail qui faisait que quand on avait un joueur adverse qui était très bon, poste 2 environ, et ben c'était plutôt Derrick Jones Jr. qui allait dessus, comme ça Luka pouvait s'occuper plutôt d'un poste un peu plus discret de catch and shooter. Et enfin sur le poste de pivot, deux choses. La première, c'est Derek Lively qui est pour moi la plus belle histoire de la saison pour les Mavericks. C'est totalement inespéré d'avoir un joueur de ce niveau-là, et surtout au poste de pivot. On sait que habituellement hors pick 1 ou 2 de draft, les pivots c'est ceux qui mettent le plus de temps à éclore. Lively NBA ready, incroyable. Et puis à la trade deadline, il va nous chercher Daniel Gafford pour avoir en fait à n'importe quel moment du terrain un pivot qui puisse apporter de la dissuasion au cercle, parce que bon, l'ami Kleber, c'est compliqué au niveau de la santé. Et tout ça fait qu'on a réussi à avoir une équipe qui défensivement tient la route aux côtés de Luka Ekari, comme je disais tout à l'heure, et on a des role players qui nous ont permis d'aller si loin, même au-delà des expectations, notamment par rapport à P.J. Washington, hein, tu vois, c'est totalement fou la série face à OKC. Mais voilà, cette saison elle a été réussie grâce à eux. J'ai même pas encore parlé, tu vois, de Dante Exum qu'on ramène d'entre les morts d'Europe, qui nous fait une super saison. Mais voilà, clairement, si on va si loin, c'est grâce à ces role players. Et ce qui est cool, c'est qu'ils seront encore là l'an prochain. Quand tu dis qu'ils tiennent la route défensivement, je crois que t'es assez modeste là, parce qu'ils étaient une des meilleures défenses de NBA. Enfin, je pense que top 5 ou quelque chose comme ça. Il faudrait qu'on regarde le defensive rating en dernière partie de saison. Ils sont devenus une défense incroyable, et ça s'est clairement vu en playoff. Donc c'est quand même une transformation hallucinante, Ouais. Une identité de jeu qui a changé. J'ai l'impression qu'en première partie de saison, les Mavs, pour gagner un match, avaient besoin de tirer à 3 points au moins à 40%. En gros, si Tim Hardaway Jr. avait un bon match, qu'il mettait des 3 points, les Mavs allaient gagner. Si le pourcentage en 3 points n'était pas bon, les Mavs allaient sûrement perdre. En deuxième partie de saison, le pourcentage en 3 points n'avait plus d'importance. Ils ont gagné des matchs sans marquer nécessairement à 3 points. Même la série contre les Clippers, ils shootent à 30% à 3 points. Ils n'ont plus besoin de ça en fait. Ils sont hyper forts à l'intérieur, quelque chose qu'ils n'avaient pas en première partie de saison. Ces trades et ces role players ont apporté une identité, une nouvelle identité pour l'équipe. Et dans le clutch time, hein. Dans le clutch time aussi cette saison, ça a été exceptionnel parce qu'on a eu une équipe qui a répondu présent sur quasiment tous les matchs qui étaient serrés dans les dernières minutes. On a un bilan, je crois que c'est le meilleur de la ligue, notamment grâce à Kyrie Irving qui dans les quatrièmes quart-temps se métamorphose. Mais comme tu le dis, c'est aussi lié à notre défense qui répondait présent dans les fins de match et qui fait qu'on a été si serein. Et ça, c'est vraiment, allez, limite le truc qui a transpiré sur toute cette saison jusqu'au final NBA. C'est ce sentiment de sérénité que l'équipe dégageait. Et j'avoue que c'est très agréable à avoir. C'est que notre équipe, elle pouvait avoir 15 points de retard au début du troisième quart-temps sur quasiment tous les matchs. Je savais qu'ils pouvaient nous faire le comeback ou qu'ils allaient nous faire au moins un début de comeback. Et vraiment, cette unité
de tout le groupe. Elle passe évidemment donc par ces role-players qui apportent beaucoup de cohésion en défense, par nos deux génies là, qui font que offensivement on fait peur à toutes les équipes. Et voilà, on a réussi à créer quelque chose qui va du coup durer au moins la saison prochaine, qui est absolument génial. Alors cette sérénité dont tu parles, est-ce que tu dirais qu'elle est due à Jason Kidd? Est-ce que c'est la méthode Jason Kidd qui est visible par cette, comme tu dis, cette sérénité? On a l'impression qu'il ne paniquait jamais. Et j'ai l'impression que c'est un peu Jason Kidd. Et lui, il est toujours calme. Il n'a jamais un mot plus haut que l'autre. Est-ce que ça se transmet pas à ses joueurs finalement, ça? Alors, je vais pas être aussi optimiste et généreux que toi sur Jason Kidd. Moi, c'est plus Nico Harrison où je tire vraiment mon chapeau pour ce qu'il avait depuis qu'il est arrivé. Jason Kidd, je pense que il s'en sort plutôt bien parce que du coup, en tout cas, attends, je vais formuler ça autrement. Jason Kidd est un bon meneur d'hommes. C'est-à-dire qu'il a été joueur il y a pas longtemps. Ces joueurs l'apprécient, le respectent, je pense. Est-ce que Jason Kidd est un bon entraîneur, un bon tacticien? J'ai des gros doutes là-dessus. Cependant, ce qui est sûr, c'est que, comme tu dis, il stresse pas. Il était très bon sur les challenges. Allez, je vais lui accorder ça. Et il fait beaucoup confiance à ses joueurs, et notamment à Kyrie et à Luka, parce qu'il sait ce que ces deux joueurs valent, ce qu'ils apportent dans un match, et que ces mecs sont à même de prendre des très très bonnes décisions par eux-mêmes. Donc, je veux pas minimiser l'impact de Jason Kidd. Encore une fois, un meneur d'hommes, c'est très important dans la ligue. On a vu beaucoup de coachs, qui avaient perdu le soutien de leur vestiaire parce que c'était des mauvais meneurs d'hommes. Et je pense par exemple que Rick Carlisle, tu vois, c'est l'opposé. Pas forcément un très bon meneur de vestiaire, mais un excellent tacticien. Là, sur Jason Kidd, on est sur l'inverse. Et ça va bien avec un mec comme Luka Doncic, et encore plus avec Kyrie Irving qui a rejoint l'effectif et qui apporte du coup ce duo de joueurs qui mène l'équipe. Et du coup, tous ensemble, ils arrivent à avoir cet ensemble qui est cohérent. Cependant, j'ai quand même toujours des critiques sur Jason Kidd, sur certains choix de temps mort qu'il peut prendre, où des fois il est vraiment trop tranquille, comme tu dis, où vraiment il attend, 2-3 paniers de trop pour prendre un temps mort, ou encore face à Boston, moi j'ai toujours un peu en travers de la gorge le temps mort qui prend alors qu'on est dans un run fabuleux, et bam, ça nous coupe un peu dans notre élan, et sorti de temps mort, je dis pas qu'on aurait gagné le match, mais je trouve néanmoins, pour finir sur une bonne note sur Kidd, qu'il mérite son extension par rapport à la saison qu'on a faite. On veut partir sur un moyen-long terme avec le groupe qu'on a, et ça fonctionne avec Jason Kidd. Le mec est là depuis 3 ans, on a une finale de conférence, une finale NBA, ça je peux pas lui retirer. Il y a des points où on peut s'améliorer, mais ce qui est sûr, c'est que le groupe n'a jamais vraiment semblé être disloqué, ne plus communiquer ensemble, etc. Et je pense c'est en partie grâce à lui, en tout cas. Après, la méthode Jason Kidd, tu vois, je pense que si moi je suis coach des Mavericks, que je reste sur le côté du terrain et que je dis bravo, continuez comme ça, il peut avoir une méthode Quentin un peu, mais voilà, j'exagère. Ouais, d'accord. Je comprends. Mais écoute, il a l'air de dire que sa méthode est sur le long terme. Il fait confiance aux joueurs. Il laisse ses joueurs avoir être en difficulté. Il les laisse trouver leurs solutions seuls. Alors peut-être c'est à l'entraîneur de les aider, mais il se dit que en les laissant trouver leurs solutions tout seuls, ça va les faire grandir sur le long terme. Et finalement, c'est vrai, comme tu le dis, sur 3 saisons, une finale de conférence, une finale NBA. Avec au milieu une saison ratée, mais peut-être que c'était une question d'effectif. Moi, j'ai envie de lui faire confiance sur le long terme. Toi, tu as l'air de dire que c'est Nico Harrison vraiment le maestro de cette équipe. Est-ce que tu peux juste nous dire brièvement quelle est la méthode Nico Harrison? Comment il a réussi à faire des coups? On a l'impression qu'il arrive à trouver le meilleur coup à chaque fois. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Ah oui, avec plaisir. Du coup, je suis quand même un grand fan de Nico Harrison. J'ai présenté mes excuses parce que j'ai pu douter de lui au début. En parlant de Nico, on a perdu Nico, nous, je crois.
Donc j'espère Ouais, qu'on bah, le retrouvera un de ces quatre. Notre Nico à nous, ouais. Notre Nico à nous, lui, il doit faire ses preuves encore. Mais Nico Harrison, en tout cas. Donc, vous avez retrouvé le meilleur de Nico. Ah bah tiens. Ah, Incroyable, fantastique. Bah, écoute, je parlais dans le vide depuis tout à l'heure, mais on va se retrouver. C'est le magie de l'émission 1. Ah ben, j'étais en train de parler de Nico. Vraiment, c'est un très bon timing pour revenir. Je disais justement que avant, on était sur quasiment 20 ans de Don Nelson en general manager et c'était pas trop question de l'enlever et que le choix a été fait de le dégager, d'enlever Rick Carlisle et de faire venir Nico Harrison qui arrive de nulle part. Je rappelle que le mec était haut placé chez Nike, mais du coup aucune expérience en general manager. J'étais très sceptique et pour rappel, il arrive, premier move, il dégage Porzingis. Il dit ok, c'est bon, on en a assez vu, ça marche pas, on passe à autre chose. Et j'avoue que je faisais partie des gens qui croyaient encore en Porzingis. Et on finit on va en finale de conférence, donc déjà voilà, ok, le mec il vient, il assume. Et les saisons d'après, il nous fait le trade de Kyrie Irving, donc encore une fois aller chercher un joueur qui pose autant de soucis dans d'autres équipes, lui faire confiance, envoyer Dorian Finney-Smith qui est une pièce très appréciée au sein de Dallas, il fallait le faire. Encore une fois un pari réussi. Il y a un an on n'aurait peut-être pas pu dire ça, mais aujourd'hui clairement on peut le dire. Et moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est ce qu'il a fait durant l'intersaison 2023 et de la trade deadline 2024. Il avait très très peu de moyens. J'en avais parlé sur le compte Twitter. En fait, on a déjà dilapidé un peu des pics de draft du futur. Et il a quand même réussi à, comme on dit, tricoter avec 3 bouts de bâton pour te dégager le contrat de Bertans, pour te faire arriver Grant Williams, pour te récupérer PJ Washington, Daniel Gafford, tout ça en ne lâchant qu'un seul pic de draft. Le soir de la draft, je rappelle que il fait un trade avec OKC, c'est quand même rigolo que ça soit avec OKC qu'on ait fait ça, pour récupérer Derek Lively. Et en fait, on descend à la draft et du coup, eux, ils nous filent un asset pour monter. Au final, Daniel Gafford leur a fait du mal. Lors de la trade deadline qui vient de se passer, c'est lui aussi qui arrive, grâce à OKC, à nous obtenir un pick qu'on donne à Washington pour avoir Daniel Gafford. Bref, Nico Harrison, il fait un travail de fou. Et pour terminer, parce que c'est un peu long, il arrive à nous avoir des joueurs qui sont sous contrat dans le futur. Et c'est ça que j'aime le plus, c'est que là, on a un effectif hors Derrick Jones Jr., donc c'est-à-dire que c'est vraiment le seul free agent qu'on a. Tous les autres joueurs sont sous contrat pour la saison qui arrive. Donc voilà, là il va un peu travailler pour la draft, pour la free agency. Son seul boulot c'est trouve-nous la place de re-signer Derrick Jones Jr. Mais sinon, la méthode Nico Harrison, je sais pas ce qu'ils prennent chez Nike ou qu'est-ce qu'il a appris là-bas, mais c'est une méthode où tu oses faire des moves. Et en tout cas pour l'instant ils sont tous gagnants. Donc moi je lui tire vraiment son chapeau. Après, Quentin, peut-être pour compléter ce que tu décris, un des trucs marquants justement de Nico Harrison, c'est que, et notamment quand il a un peu pris place, il a trouvé sa place un peu chez les Mavericks, et notamment pour Kyrie Irving, il avait déjà une vraie relation avec Kyrie Irving, il se connaissait très bien, donc il était super confiant dans un move qui était inquiétant pour un paquet de monde. Je sais que quand il y a eu ce trade, je me rappelle encore des paquets de messages reçus où tout le monde s'inquiétait, vous avez amené un mec qui va être un fouteur de merde pas possible. Ouais. Dans l'effectif des Mavs, et il y a un paquet de gens qui étaient plus que sceptiques à l'arrivée de Kyrie au regard un peu des espérances précédentes. Donc il a cru en fait en des joueurs qui lui ont bien rendu. Et ce que j'apprécierais aussi moi, c'est que il a eu la capacité à se rendre compte quand il s'est trompé de réagir très vite en fait. Le move de Grant Williams, finalement on pensait à l'époque, comme tu l'as bien dit, c'était un masterclass complémentaire, profil nécessaire pour les Mavs qui était très manquant, pour apporter plus d'équilibre à l'équipe. Ça s'est très mal passé à tout niveau, dans le basket et dans l'équipe. Et finalement, il a réussi à très vite réajuster et sortir plus que gagnant du coup du trade qui a été effectué. Et je pense que plus personne ne parle de Grant Williams, en tout cas pas niveau basket. Donc sa capacité à se réadapter, et t'as fait une erreur, ok, c'est pas grave, en fait je vais réajuster. Donc masterclass absolue de Nico Harrison, évidemment. Après, pour compléter, maintenant j'ai le plaisir d'avoir un micro qui marche correctement. Je pense que c'est l'équilibre d'équipe en fait, c'est l'équilibre de l'ensemble de toute la maison. C'est le succès de Jason Kidd quelque part niveau coaching, c'est aussi le succès de tous ses assistants et tout le staff qui va avec, et c'est aussi la place de Nico Harrison. Chacun en fait finalement, t'as l'impression qu'il y a une alchimie d'ensemble où tout le monde s'entend bien en fait, où tout le monde est à peu près à sa place,
que tout le monde s'apprécie, que les joueurs suivent Jason Kidd, que les joueurs apprécient Nico Harrison, que lui-même fait bien son boulot. Enfin, chacun trouve bien sa place. Donc, je pense à un paquet de franchises NBA qui sont dysfonctionnelles. Et ben là, on a vraiment sur un modèle d'unité qui fait que la franchise elle est tirée vers le haut, ce qui était aussi pas le cas avant. On prend les années passées, le nombre d'histoires pas possibles associées aux Mavericks qui sort c'était assez fou à tout niveau. Ben voilà, ils ont trouvé une forme d'unité, un renouvellement, et ils sont sur une dynamique plus que positive avec tout le monde. Donc, Ouais. C'est la vrai fois, c'est qu'un... l'ensemble de la franchise. Comment? Je pense que c'est l'ensemble de la franchise en fait qui a été upgradé, à commencer par les joueurs, mais aussi l'environnement autour des joueurs qui leur a permis justement d'arriver à ce succès. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je pensais, parce que ce que tu disais avec Nico Harrison qui est apprécié, c'est vrai que globalement, les general managers, en règle générale, ne sont pas appréciés des joueurs, parce que c'est leur boulot, le general manager, de manier les joueurs un peu comme des pions pour essayer d'avoir le meilleur effectif. Et Nico, je pense qu'il sort un peu de l'ordinaire, notamment par les relations qu'il a eues par le passé avec Nike. D'ailleurs, c'est drôle, parce qu'aujourd'hui, ni Kyrie, ni Nico n'est chez Nike aujourd'hui. Mais du coup, je pense que c'est un vrai point positif pour l'équipe, comme tu le disais, ça je suis d'accord, mais aussi pour la suite, c'est-à-dire pour l'image qu'il peut apporter pour des potentiels free agents, des joueurs qui voudraient venir, avec notamment voilà, des Kyrie, des Nico Harrison, qui sont des personnes très très appréciées. Pour la première fois de l'histoire des Mavs, on va réussir à être capable, je pense que ce ne sera pas pour cette saison, mais d'attirer des très grands noms dans la free agency. C'est quand même un truc qui est à peu près quasiment jamais arrivé dans l'histoire des Mavs. On pourrait enfin être une franchise attirante, et pas juste attirante pour les mecs qui sont originaires de Dallas. Moi, pourquoi pas cette saison, Nico? Oui, après, je pense que comme j'étais assez aligné avec Quentin, je pense que là, on est quand même plutôt sur une logique de continuité. Là, il y a un effectif qui reste assez récent, hein. Enfin, c'est toujours pareil. Il a beaucoup changé, comme on l'a dit au début. A priori, on se dirige quand même plutôt vers une forme de stabilité, ce qui serait logique. Je pense que l'effectif, il est jeune, il n'a pas atteint son plein potentiel. On va pas tout casser. Je pense que c'est pas cette année qu'on va avoir Julius Randle de retour à Dallas. Et je pense que c'est très bien comme ça. Ouais. On va se plonger dans... De Dallas, c'est bien, c'est déjà une bonne... Enfin, en tout cas, un mec qui était à Dallas au lycée, pour être plus précis, qui était à 10 minutes de chez toi quand même. Ouais, c'est vrai que PJ, ça fait plaisir. Des mecs qui, tu vois qu'ils transpirent la joie de jouer pour leur ville. J'avoue que ça fait partie des trucs que j'ai kiffé dans la saison, c'est la joie qui émanait de PJ Washington de jouer pour sa ville, quoi. Il était trop heureux qu'il y ait sa famille, qu'il y ait ses amis qui viennent à la tribune. Et ouais, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai aussi adoré PJ Washington et Dale Gafford. Vous voyez, à chaque fois qu'il mettait un panier, il célébrait, mais limite un peu trop, mais ça, c'est trop bon d'avoir ce genre de role player. Ça fait trop du bien dans l'équipe. Moi, c'est l'intensité, le truc le plus marquant quand on parle de l'évolution de l'équipe, c'est l'intensité qu'elle peut montrer aujourd'hui. Je pense qu'on avait une équipe un peu soft avant, très portée sur l'attaque. C'est vrai que l'équipe s'est complètement équilibrée. On a découvert qu'avoir des joueurs intérieurs solides, ça pouvait aider à gagner des matchs. Et d'avoir une défense du coup solide, ça pouvait aussi sérieusement nous aider. Pour moi, quasiment jusqu'à la caricature, hein. C'est un peu ce que tu décrivais, Quentin. Quasiment jusqu'à la caricature, parce qu'on a 3 joueurs à vocation plutôt défensive, dont 5 majeurs maintenant, avec 2 maestros offensifs. C'est allé pousser quasiment jusqu'à l'extrême, mais à la limite, ça permet à l'ensemble de l'équipe d'être plus équilibré, que ça fonctionne bien. Donc très bien, c'est la chimie. Alors les Mavs ont une campagne de playoff incroyable. Les 3 premiers tours, ils ont été maîtrisés, on peut dire, de bout en bout. En finale, ça a été raté, hein. Les Celtics ont été globalement trop forts. Et qu'est-ce qu'il a manqué aux Mavs, Nico, pour battre ces Celtics et peut-être brandir le trophée au bout du compte? Qu'est-ce qui a manqué? Je pense déjà il y avait les Celtics, hein. Je pense que l'équipe en phase 2, elle était plus que solide, hyper impressionnante des 2 côtés du terrain. Tout au long de l'année, on disait on verra pour Boston, on verra quand il y aura une vraie adversité. Je pense que toute l'année, au travers de la saison régulière et des playoffs, ils ont répondu à toutes les attentes, et ils avaient quand même une sacrée équipe des 2 côtés du terrain. Avec un banc un peu léger, mais finalement, ils ont été assez épargnés par les blessures. Et même sur le banc, il y a eu quelques jolies surprises. Donc, je pense que vraiment Boston était une meilleure équipe, en fait. Si on fait très simple, je pense que Boston était vraiment la meilleure équipe des 2.
Après, qu'est-ce qui a manqué à Dallas? Je dirais, il y a deux choses en fait. La première, c'est que l'effectif reste, comme on l'a dit, relativement jeune. Il se découvre encore, donc tu te dis, t'es loin d'être en plein potentiel. On rappellera un paquet d'équipes qui ont gagné le titre et il aura fallu 2 ans, 3 ans, 4 ans pour vraiment exploiter l'ensemble de l'équipe, l'ensemble de son talent et bien se trouver. L'équipe est récente, donc on se dit stabilité. L'année prochaine, ils seront a priori encore meilleurs. Et deux, on en a un peu parlé quand on a évoqué Luka dans les axes d'amélioration. Je pense que c'est la qualité défensive des deux côtés du terrain, c'est l'implication défensive pour moi des deux côtés du terrain et notamment de Luka et Kyrie. Mais moi, le truc le plus marquant en fait de Boston, c'est il y a plein de choses qui sont marquantes, mais c'est t'as quasiment dans le 5, t'as quasiment 4 défenseurs élites. Et ça, c'est clair que on l'a senti et une simplicité de jeu et une facilité offensive que Dallas n'avait pas. Avec, je pense honnêtement, des mecs qui ont été un peu sous-estimés comme Derek White. Je pense qu'il a perdu une dent. Par contre, il nous a montré très régulièrement pendant tous les matchs de finale sa capacité élite à défendre à tout niveau, sur le périmètre, à l'intérieur, excellent shooter extérieur, bon jeu de passe, enfin un coéquipier modèle. Joe Holiday, je pense qu'on n'a pas besoin de le représenter. Et puis on a oublié que les deux stars, en fait, avec quand même Jaylen Brown et Jason Tatum en plus, quoi. Donc quel arsenal. Donc honnêtement, ils étaient un peu loin pour moi. Dallas et vraiment Celtics, c'était une très forte équipe. Mais une nouvelle fois, c'est les premières finales. L'équipe, elle est jeune, elle va continuer. Donc l'avenir, il est plutôt brillant. Il y a plein de raisons de croire, d'avoir bon espoir de rivaliser encore plus l'année prochaine. C'est ça, le groupe, il a 4 mois. Il faut 4 mois quand le groupe à côté, il a quasiment 4 ans, quoi. Mais ça m'a fait plaisir de taper les Celtics. Juste un dernier mot, ça m'a fait plaisir de taper les Celtics. Je vais être très honnête, j'aime pas du tout cette franchise. J'aimais pas du tout le public là-bas. Le niveau de chambre là-bas sur le public, c'était pas possible. Et le dernier truc que j'aurais rajouté dans le troisième point qui leur a manqué, je pense que Kyrie, ils sont rentrés dans sa tête en fait. Ils sont complètement rentrés dans sa tête. C'est pas juste les joueurs des Celtics, je pense que c'est vraiment le public. Et tu l'as senti quasiment tout au long des playoffs. Les matchs à Boston, il n'était pas pleinement lui-même en fait. Il pouvait raconter des jolies histoires en dehors. Tu sentais qu'ils étaient complètement rentrés dans son crâne. Moi, je trouve qu'ils allaient beaucoup trop loin honnêtement, mais a priori avec grand succès. Parce que ça l'a vraiment perturbé. On n'a pas vu en Kyrie le Kyrie qu'on avait vu dans les tours précédents. Ok, bon, on va se replonger de toute façon dans une prochaine émission sur la off-season et sur les changements que les Mavs, ou les petits changements que les Mavs doivent faire pour passer au niveau d'après et peut-être pouvoir battre les Celtics chez eux. Mais je voudrais qu'on termine l'émission en fait là avec une petite question très simple. Les gars, si vous aviez un moment dans cette saison que vous voulez partager avec nos auditeurs, quel serait ce moment? Moi, j'en ai un. Vas-y, Quentin. Vas-y, Nico. Nico, parce que moi, je réfléchis. Alors moi, je vais être très spontané. Et je sais que c'est un match qu'on a vu ensemble. En plus, on avait pris des places. En tout cas, Barna, je crois pas que tu étais avec nous, Quentin. T'étais pas avec nous, Quentin, non? Mais on était sur place, American Airlines Center, contre Brooklyn. Contre Brooklyn. Oui, c'était le deuxième match de la saison, ou le premier match à domicile. Bien sûr que j'étais là. Puis, t'étais là, j'ai une connerie. T'as raison, t'étais là. Ah oui, j'ai quasiment eu les larmes aux yeux, même à l'introduction de Dorian Finney-Smith, tellement c'était trop beau. Ah ouais, c'était un beau moment, et c'était effectivement le début de saison, et c'était à la fois révélateur de combien, en fait, effectivement, l'équilibre d'équipe des Mavs, c'était pas ça, en fait. On était encore sur une équipe très, très, très portée sur l'attaque, avec beaucoup trop de minutes de jeu à des joueurs qui, du coup, allaient concrètement très cirer le banc après, parce que suite aux échanges. Mais long story short, je me rappelle très bien de ce match parce qu'il avait fallu le génie de Luka porter à son summum, notamment une espèce de bras roulé où tu as l'impression qu'il est quasiment assis sur le banc, enfin un bras roulé qui tape la planche. Il reste 2 secondes, il a Finney-Smith qui est collé à lui. Il reste, je crois, 1 minute de jeu, il sort une espèce de bras roulé, mais espèce de jeu stupide qu'il fait juste avant en guise d'échauffement.
pour gagner le match. Et juste avant, il fait une masterclass absolue de shoots les plus improbables les uns après les autres, à l'extérieur, à l'intérieur, de feinte. Et j'avoue qu'à ce moment-là, je me suis dit 2 trucs. Je me suis dit, 1, il est beaucoup trop fort. Et 2, si on a besoin si pour gagner des matchs, il faut ce niveau de performance de Luka, c'est pas gagné. Ça va être une longue saison. Je suis ravi de voir, quasiment un an après, ravi de voir que beaucoup de choses ont changé et qu'on n'a pas besoin d'avoir Luka qui sort des masterclass absolues ou des shoots complètement improbables pour gagner des matchs. Donc, ce qu'on se dit, c'est que le basket va vite et l'évolution de l'effectif et de la structure d'équipe, elle a beaucoup changé et de façon très positive. Ok. Et toi, Quentin, allez, vas-y. Est-ce que tu as réfléchi ou alors tu veux que je te donne le mien? Non, vas-y, je peux donner le mien. En fait, moi, j'ai plusieurs choses qui sont venues. Vu que au quotidien, bon, vous vivez à Dallas, donc vous connaissez pas trop la peine qu'ont les fans des Mavs qui se lèvent la nuit et où c'est vraiment compliqué, mais on aime notre franchise, on se lève la nuit. Et du coup, les matchs à 21h heure française, donc dans l'après-midi à Dallas, ils ont quand même une saveur particulière de mon côté, parce que je sais qu'il y a beaucoup plus de gens qui du coup suivent sur Twitter. Et donc, dans ces matchs-là, en tant que du coup CM d'un compte, j'espère toujours qu'on fasse des belles performances. Parce que je sais que voilà, il y a beaucoup de gens, c'est le seul match qu'ils vont regarder en direct du mois, voire des 2 à 3 mois. Des fois, t'as très très peu de matchs pour certaines équipes. Et ça fout les boules si ton équipe, elle se mange un 30 pions d'écart sur ce match à 21h30. Et on a été quand même plutôt gâtés, nous, sur les matchs à horaire européenne. Donc, en 2024, il n'y en a quasiment pas eu en 2023, il me semble. Donc sur la deuxième partie de saison, là, après la trade deadline. Et donc du coup, je dirais que j'ai 2 souvenirs. J'ai surtout le match face à Houston et le match face à Denver. Les deux. Donc Denver, vous avez la main gauche de Kyrie en buzzer beater. Hein. Oui. Et face à Houston, c'est l'un des comebacks les plus improbables que j'ai pu voir de ma vie de fan de Mavericks, avec notamment Dallas qui est mené de 3 points à 6 secondes de la fin. Si je dis pas de bêtises, ça doit être Smith Jr. Pour Houston qui rate ses 2 lancers francs. Et Luka qui remonte la balle. Les défenseurs viennent sur lui. Il fait la passe à sa droite sur Dante Exum. Filoche, prolongation, on gagne en prolongation. Ça, c'est 2 super souvenirs qui résument ce qu'on disait tout à l'heure quand tu avais tes problèmes de micro, là où je disais ce groupe, il est serein. Le nombre de matchs de clutch game qu'on a gagné qui nous ont fait dire petit à petit, mais on a un effectif qui peut aller loin, quoi, qui peut vraiment aller loin. Et ce qui fait que, en conclusion, parce que je trouve que du coup c'est giga important, aujourd'hui, et je pensais pas dire ça il y a un an, notre équipe, vraiment, elle regarde toutes les équipes de l'Ouest dans les yeux. Et je dis pas qu'on domine tout le monde. J'attends de voir une série face à Denver, évidemment. Mais on a fait 3 superbes séries où aucune des équipes nous a emmenés en 7 matchs. On a même d'ailleurs été assez peu inquiétés face aux Clippers et face aux Wolves. On a une super équipe et je trouvais que ces 2 matchs, Denver-Houston, je choisis 2 moments, je triche un peu pour ta question, Bernard, mais ces 2 moments, vraiment, je trouve ils représentent bien la saison et ce groupe en général. Et en plus, il y en a un, c'est Kyrie, trop fort, et l'autre, c'est Luka qui fait preuve de la bonne passe pour ne pas prendre le tir tout seul. Voilà. Et je vais pas choisir le tir contre Rudy Gobert parce que j'adore Rudy. J'aime pas le Rudy bashing des ricains, donc je choisirai pas ce moment. Que s'il y a des gens qui pensent à ça, non, je veux pas choisir ce moment. Je pensais que vous alliez choisir ce moment. Et je suis effectivement étonné, mais je te comprends. Moi, j'ai eu, surtout une fois qu'il a mis le shoot, il a regardé Rudy Gobert dans les yeux et il lui a sorti des... Je sais pas exactement ce qu'il lui a dit, mais on peut deviner en lisant les lèvres. En tant que Français, j'avais du mal à accepter ce moment, même si j'étais hyper content que Luka mette ce shoot. Les gars, ton moment à toi. Ton moment. Vous voulez que c'est celui-là je voulais dire Rudy. Bon, j'en ai un autre en fait. J'en ai un autre en réserve. Et c'est un moment un petit peu plus sur le temps long. Et c'est vraiment ce changement d'identité des Mavs et cette domination à l'intérieur que j'ai envie de citer.
C'est le record de shoot sans rater de Gafford, de Daniel Gafford. Je crois qu'il a fait 33 paniers sans rater. Et je crois que c'est pas un record, mais c'est peut-être deuxième dans l'histoire derrière Will Chamberlain. Voilà. Et donc, quand tu es derrière Will Chamberlain, c'est que c'est un record quasiment déjà. Donc moi j'ai envie de citer cette série en fait c'est quasiment que des dunks, mais c'était vraiment à l'image de la domination à l'intérieur des Dallas Mavericks et ce changement d'identité après la trade deadline. Donc voilà, ça c'est mon moment. Je viens de capter un truc parce que tu as prononcé le mot record. Il y a quand même un truc dont on n'a pas parlé de tout le podcast alors qu'on fait un débrief de la saison. Il y a quand même un mec qui a foutu 73 points. Non, c'est ça. 73 il points. Était pour aussi, par contre, quand il l'a fait. Pour revenir à ce qu'on écrivait, il était grave dans le rouge. Il avait le visage tout rouge, mais effectivement, c'était un grand moment de basket. Mais à la limite, moi, je suis, c'est pas ce que je retiendrai. Moi, je suis évidemment performance individuelle extraordinaire, mais je trouve ça beaucoup plus cool aujourd'hui de voir une équipe qui n'est plus aussi dépendante d'un de ses maestros, qui est plus équilibrée. Et de la même façon qu'ils sont capables de gagner des matchs en ayant une petite réussite extérieure, je trouve ça cool de voir qu'ils sont capables de gagner des matchs, et c'est arrivé plusieurs fois, avec un Luka pas exactement dans son match, ou avec un Kyrie pas vraiment là. Du coup, l'équipe a pris le dessus sur l'individualité, et que l'intensité défensive, les apports aussi offensifs des joueurs de complément, leur permettent en fait d'être plus équilibrés et de gagner des matchs. Je pense que ça, c'est la meilleure des nouvelles pour une équipe, d'être un peu moins dépendante de ses superstars. Totalement. Bon les gars, je voulais vous remercier pour ce premier podcast. On a passé en revue toute la saison des Mavs. Ça va nous permettre de nous lancer dans cette off-season et de regarder un peu quels ajustements les Mavs peuvent faire, nous projeter dans la saison prochaine. Donc je pense qu'on peut fermer ce premier numéro de Howdy Mavs et puis se donner rendez-vous la prochaine fois. On va parler de la trade, de la draft et puis de la free agency. Je vous donne rendez-vous pour le deuxième numéro. Les gars, merci beaucoup. Merci à vous. Ciao. Salut. Ciao. You can't see the Mavericks, man. Gotcha, Drew. Back to Doncic. Doncic pulls up, three-pointer from downtown. Bang! Bang! It's good! Doncic wins the game at the buzzer! I saw the ambitious dreams of conquerors. You watched the telecast. Oh! Kyrie Irving! High flyer! Is it the shoes? You sure you don't want to switch? Hey, you got hospital shoes on. Bien joué. That's in his resume. What a performance by Luka and the Mavericks. Mama, there goes that man. We are witnessing the next great star in the NBA. Brilliant. Let's hear from him and go to Cassidy. Unbelievable, baby. Alors, je crois que je vais avoir une crise cardiaque.